y a un peu moins d'un an, il publiait un petit essai volcanique dans lequel il demandait au nom des Gaulois réfractaires des contes au Nouveau Monde. Alors si seuls les bons contes font les bons amis, on comprend pourquoi son amitié avec le président de la République s'est sensiblement refroidie, car vraisemblablement les contes sont mauvais, en tout cas les contes n'y sont pas. Je pense que vous avez deviné le nom de mon invité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel entretien des éveilleurs en compagnie de Philippe de Villiers, le créateur du Puy du Fou, qui revient avec un livre événement qui caracole aujourd'hui en tête des ventes et dans lequel vous décrivez désormais le jour d'après. Ce que je ne savais pas et vous non plus. Alors, Philippe de Villiers, on a l'impression que tout s'est emballé depuis que vous avez sorti votre livre. Les émeutes se multiplient depuis 15 jours, la France a encore subi un attentat islamiste ignoble la semaine dernière. Face à ce déferlement, nous avons encore eu une illustration incroyable de l'impuissance, voire de la lâcheté de l'État, dont l'institution judiciaire a récemment jugé, par exemple, irresponsable l'assassin de Sarah Halimi. Le jour d'après est-il déjà là? Oui, vous pourriez ajouter, à l'heure où on enregistre cette émission, le passeport sanitaire. Ça veut dire en fait l'identité numérique qui est en route, derrière le passeport sanitaire, pour aller vers le contrôle total, la société disciplinaire. Les algorithmes pour tout le monde, au nom de la lutte contre le terrorisme, qui permettra au pouvoir public de connaître le fort intime de chacun et à terme d'influencer le fort intime de chacun. Et effectivement, l'attentat de Rambouillet, qui est très intéressant à observer puisque il s'agit d'un musulman radicalisé qui se promenait avec un Coran et un tapis de prière dans son cabas et qui était inconnu des services de police. C'est ce qu'Appelle le djihadisme d'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il puise dans l'islam, dans le Coran, une conception sommaire du djihad qu'il pratique. Ça veut dire que, comme le dit très bien Rémi Brague, l'islam est un islamisme patient et l'islamisme est un islam pressé. Nous sommes en guerre. Si on veut mener cette guerre et la gagner, il faut nommer l'ennemi et analyser les choses telles qu'elles sont. On dit les violences. Il y a une guérilla. Boilam Sansal avait prévenu. En fait, le nouveau monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, que vous venez de décrire par votre question, c'est un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse, la transmission, l'avenir. C'est un renversement anthropologique inouï dans l'histoire de toute la civilisation. En principe, on s'efface devant le plus jeune que soit, parce que on est de passage. On prépare l'avenir. On veut l'avenir, on veut la survie de la société. Un monde dans lequel, au nom du tout numérique, on sacrifie la société du voisinage, les métiers de la main et du cœur. Par hasard, si les restaurants et les bistrots sont fermés, le lieu de la convivialité. Et troisièmement, au nom du transhumanisme, un monde dans lequel on dénature l'espèce humaine. Ce n'est pas un hasard. S'ils sont arrivés en plein Covid, la loi sur la PMA, un projet de loi sur l'euthanasie, pour l'instant en suspens, l'avortement à 9 mois, c'est-à-dire l'infanticide, et surtout, les chimères, le droit de fabriquer des mélanges d'embryons humains et animaux. Même le professeur Lejeune, dans nos dernières conversations, ne pensait pas qu'il fût possible d'aller au-delà de toutes les normes et de prévoir la chimère.
c'est-à-dire la fusion de l'homme et de l'animal. Dans votre précédent livre, dans Les Gaulois réfractaires, vous parliez déjà de l'empire de Big Data, plus puissant que les États, et qui nous préparait ce monde déshumanisé. Parce qu'une fois la pandémie terminée, qu'est-ce qui pourrait empêcher les peuples finalement de revivre normalement? Que j'ai découvert que ce que nous avons vécu a déjà été joué. C'est le fameux exercice de simulation de la pandémie, 18 octobre 2019 à New York, non pas avec les États, mais avec les puissances privées, Big Data, Big Finance, Big Pharma, la fondation Gates et le forum de Davos. C'est-à-dire que, je vous invite à réfléchir à ça. Le 18 octobre 2019, il y a des gens qui savaient. Il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait une pandémie. Il y a des gens qui s'y préparaient. Alors en fait, il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas la question de l'invention du virus, je ne vais pas sur ce terrain-là. Avec Jimmy Goldsmith, nous avions dit en 1994, vous êtes fous quand vous faites une maison avec, sans cloison, avec 5 milliards de personnes dans la maison, un seul microbe met tout le monde au tapis. Je cite Jimmy Goldsmith. Et donc en fait, c'est le point clé de mon livre qui est en conclusion. Il y a des gens qui, depuis qu'on a fait l'OMC, l'Organisation commerciale du monde, qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, il y a des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un monde sans frontières, un monde d'un seul tenant. Les uns par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts, comme dit le pape François, pour aller vers une fraternité cosmique, sauver la planète, tutti frutti. Et les autres, par calcul, pour fabriquer et sans cesse élargir un marché planétaire de masse. Donc ils le savaient, ils s'y préparaient. Et ils savaient aussi que ce monde serait hautement pathogène. Et ils le disaient. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un exercice de pandémie. Alors vous me direz, mais alors ils savaient, mais pourquoi ils l'ont fait? Ah, parce que c'était leur intérêt. Et Klaus Schwab dit, dans son livre, que j'ai lu consciencieusement, La réinitialisation du monde, Covid-19, la réinitialisation du monde, il dit il faut que la pandémie soit une fenêtre d'opportunité. Et le 3 juin, le lendemain de l'apparition du livre, il y a une vidéoconférence mondiale au cours de laquelle on précise ce qu'est la fenêtre d'opportunité. Ils disent c'est la digitalisation du monde et le climat. C'est-à-dire le nouveau virus, le CO2, pour pouvoir continuer à enfermer les gens. Et donc, on voit bien la logique de tout ça. La logique de tout cela, c'est la logique du contrôle total. C'est la logique des algorithmes. Ils veulent changer l'humanité. Ils veulent changer d'humanité. Ils veulent changer la société. Ils veulent changer de société. Ils veulent une société durablement distanciée, sans tactile. Ils veulent une société sans civilité. Ils veulent une société numérisée. Ils veulent une société contrôlée. Et ils veulent une société du biopouvoir fondée sur un seul principe, le principe de la prophylaxie. Et je vais vous dire quelque chose, Nicolas Sévilla, que vous allez vous comprendre, que j'ai dans le cœur, moi, en tant que créateur du Puy du Fou. Alors bien sûr, il y a le problème de l'immigration, il ne faut pas être naïf, il faut arrêter le flux pour gérer le stock. Mais après, comment on fait? Il faut oser prendre tous ces gamins à l'école et leur dire maintenant, voilà, vous allez apprendre la France. On va vous donner à connaître et à aimer la France. Et vous aurez envie de nous ressembler. C'est-à-dire notre histoire, notre art de vivre et notre langue. Aujourd'hui, notre histoire, elle est transmise par qui? Par des historiens qui sont transformés en médecins légistes, qui vont gratter le cadavre pour chercher les dernières puanteurs.
l'art de vivre. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, désolé. Pas de voile, voilà. Et la langue, il n'y a pas d'écriture inclusive. Donc la France. Bon. Si on dit à des enfants qui ne connaissent pas la France, et qui sont là, et qui resteront, on va vous faire connaître la France et on va vous la faire aimer. Parce que la nation, c'est un lien amoureux, et on va refaire un peuple amoureux. On va vous faire aimer la France parce que vous avez en vous une boule de feu. C'est normal, vous avez votre foi. Et nous, on a une lame de feu qui vient vers vous. C'est la France. Alors vous avez vos gloires, vous avez vos saints, vous avez vos héros, vous avez votre histoire, vous avez votre civilisation. Mais là, vous êtes chez nous et on va vous offrir nos gloires, nos héros, nos saints, notre civilisation, nos grandeurs. Et vous allez apprendre à les aimer. Et comme nous, quand vous vous réveillerez le matin, vous finirez par vous dire « Ah, le soleil d'Austerlitz ». Et quand vous irez dans l'Est, vous vous inclinerez sur ceux qui ont fait le serment de 14. Et le soir, peut-être, vous prononcerez les mots de la lettre ultime de Benjamin Fontaine. C'est à vous que je parle, homme des antipodes, je parle avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Vous deviendrez des Français. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre magnifique, qui est d'origine tunisienne. Pour moi, c'est une héroïne. Elle est admirable. C'est une porte-parole. Elle est au bon moment, au bon endroit. C'est Sonia Mabrouk. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi j'ai appris à aimer la France. Et maintenant, elle est dans mon cœur. Mais pourquoi est-ce que Emmanuel Macron ne pourrait pas croire à ça? Parce que c'est un Young Global Leader. Il a été fait Young Global Leader en 2016 à Davos. Et après lui, vous savez qui y a eu? Marlène Schiappa. Et en 2018, et cette année, Attal, le mécanicien qui fait de l'écriture automatique là, dans ses communiqués, et qui explique qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et le terrorisme. Voilà. Vous me posez la question sur Macron. Je me dis juste que là, on a l'impression que c'est vraiment l'idiot utile du capitalisme mondialisé, parce qu'il veut gagner et que en fait, le mouvement a l'air inéluctable. Je voudrais dire quelque chose parce qu'il y a peut-être les gens qui regardent cette rencontre-là, ce dialogue, se disent bah oui, mais Philippe de Villiers, quand même, il était l'ami de Macron, etc. On voit Macron sur un char au Stadium Gallo-Romain au Puy du Fou. Alors, c'est très simple. Si vous voulez, le jeune ministre de l'économie de Hollande me demande à venir au Puy du Fou, je l'accueille. Et là, il me dit, je cherche l'écho des tendresses françaises, etc. Très bien. Parfait, je vois tout l'intérêt qu'il y a pour le Puy du Fou à avoir quelqu'un qui peut-être sera président de la République. Et quand il l'est, je lui dis, bon, les choses sont très claires, vous aimez le Puy du Fou, je vous crois sincère, comme vous aimez Jeanne d'Arc, mais on est d'accord sur rien. Enfin, ou plutôt, vous voulez adapter la France à la mondialisation, moi je veux adapter la mondialisation à la France. Et j'ajoute ceci, à sa question, que doit faire le prochain président, maintenant que vous dites que tous les problèmes s'aggravent, et que le régalien est devenu l'angle mort de celui qui sera demain mon prédécesseur, François Hollande, dit-il. Je lui réponds aussi en pesant mes mots. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Je lui dis, le prochain président sera jugé non pas sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. Il me dit, sauver quoi? Je dis, les murs porteurs. Il me dit, c'est quoi les murs porteurs pour vous? Je dis, l'autorité, la souveraineté, la liberté, la sécurité et l'identité. Et en fait, depuis 5 ans, les murs porteurs qui s'effondrent depuis 40 ans, depuis Giscard, avec le regroupement familial et l'avortement de masse, il a fini de les défaire pierre après pierre. Je lui fais 2 reproches qui
établissent un fossé entre nous qui ne peut pas être comblé, parce que ce n'est pas avec l'amitié qu'on rattrape la vérité quand elle est trop cruelle. La première chose, il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. La Start-up Nation, elle est en EHPAD. Et la deuxième chose, il a laissé se dresser un mur invisible entre la société française et la contre-société vindicative qui veut la détruire et établir chez nous la lutte des races, en ignorant le mot de Bainville. La France, c'est beaucoup mieux qu'une race, c'est une nation. Alors rassurez-nous, Philippe de Villiers, quand même sur un point, parce qu'au sorti de la crise sanitaire, toute notre économie est à l'agonie, enfin en tout cas tout un pan de notre économie, celle dont vous parliez tout à l'heure, l'économie réelle. Et en fait, il y a une responsabilité effectivement du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui est abyssale. Alors, d'abord, comment la France pourra se relever, mais surtout, le Puy du Fou va-t-il rouvrir? Le Puy du Fou ne peut pas mourir. Je ne veux pas parler du Puy du Fou parce que sinon on va dire « Ah oui, mais ils voient tout ça à l'aune du Puy du Fou, etc. » Non, non, le Puy du Fou ne mourra pas, mais la France peut mourir. Mais c'est intéressant le succès du Puy du Fou par rapport à ce que je suis en train de vous dire. En fait, d'où ça vient tous ces gens de En Marche là, qui sont des immatures hors sol. Ils n'ont pas compris, en fait. C'est qu'en fait, il y a un immense appel. Ce sont les âmes appelantes et suppliantes qui disent « Rendez-nous nos racines. On veut des racines. » Et c'est ça la grande supplication du temps présent. Et c'est la raison pour laquelle l'enjeu de la présidentielle, ce sera la politique de civilisation. Ou bien on refrancise, ou bien c'est la fin de l'aventure. Et refranciser, ça veut dire imposer chez nous la France. Encore une fois, notre histoire, notre art de vie et notre langue. Et vous savez ce qui se passera? La peur changera de camp, si on le fait. La peur changera de camp, l'amour changera de camp, l'attraction changera de camp, la force changera de camp. Les trois mantras du macronisme, regardez où ils en sont. C'était la souveraineté européenne. Là, elle est vaccinée. AstraZeneca. Alors, il y a Breton, Thierry Breton, qui s'agite. Je le connais bien. Il travaillait à mon cabinet quand j'étais secrétaire d'État à la culture. Donc, c'est un funambule de la sémantique. C'est pour ça que je l'avais choisi. Donc, il continue à faire du funambulisme. Et vous lui avez parlé de votre traitement préventif de la Covid-19? Non, ça, c'est autre chose, ça. Non, ça, c'est je parle quand je suis malade, je parle avec des médecins, et en particulier le professeur Raoult. Vous avez été malade? Oui, j'ai eu le Covid. Et vous en êtes sorti? Oui, c'était au moment de Pâques en plus, donc. Et j'ai appelé le professeur Raoult et en trois jours. Et j'ai même répondu récemment à une question d'Apolline de Malherbe qui m'a dit « Vous avez pris quoi ?» Elle dit l'hydroxychloroquine. Je dis « Je ne vous répondrai pas, mais en revanche, j'ai posé la question au professeur Raoult « Est-ce que je peux prendre un Ricard le soir ?» Il m'a dit « Oui, aucun problème, si vous en avez encore le goût. » Donc vous n'aviez pas perdu le goût? Je ne suis pas certain que l'hydroxychloroquine ait agi, mais le Ricard certainement. D'accord, bon, en tout cas, c'est bon à savoir. On arrive à la fin de cet entretien, donc on voit bien que la déconnexion entre le pays légal et le pays réel, elle est vraiment totale aujourd'hui. Parce que les gens voient qu'il y a une colonisation de peuplement, avec un déséquilibre démographique qui nous condamne. Ils voient la colonisation territoriale, hein, puisque de toute façon, ça caillasse partout. Et on a le Premier ministre qui dit la police a peur. Ah bon? Alors, si la police a peur, on est mal, là. Mais c'est normal qu'ils aient peur, la police. Bon, ils sont désignés tous les soirs, partout dans toutes les villes. Et ils se prennent des cailloux et des mortiers d'artifice. Où on est là? À Kaboul. Et puis enfin, la colonisation des esprits. C'est-à-dire que les élites globalisées sont les fameux bourgeois de Calais qui tendent le trousseau de clés. Et face à cette réalité,
quel sentiment vous donne aujourd'hui la droite française? Alors je parle du parti Les Républicains, qui est le parti d'opposition majoritaire et qui cherche, pour 2022, on a l'impression qu'il cherche le candidat qui adhère le plus aux valeurs culturelles de la gauche. Vous parlez de la droite classique, LR. Je me souviens d'une conversation avec Nicolas Sarkozy que j'évoque avec vous, là, qui était tordante. Il était très dynamique, un personnage sympathique, très proche du Paris Saint-Germain, bon, très dans le coup, quoi. Bon, voilà. Et alors il me dit, tu comprends Philippe, il savait toujours tout. Hein. Tu comprends Philippe, aujourd'hui il y a l'islam modéré et l'islam radical, tu es d'accord? Je dis oui, oui. Bon, tu es d'accord aussi que l'islam radical est dans les caves et l'islam modéré dans les mosquées? Je dis, bah, je sais pas, c'est ton analyse, tu as des renseignements que j'ai pas. Ah ben si, oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est évident. Bah, il faut faire sortir l'islam des caves. À ce moment-là, on résout le problème. Et c'est ce qu'il a fait. Donc on a multiplié le nombre des mosquées. Et maintenant, on a, à la place du blanc en manteau d'église, on a des mosquées partout. Voilà. Dont on découvre qu'elles sont rattachées à des courants qui sont extérieurs à notre pays. C'est une catastrophe. Donc les gens qui ont fait ça, qui sont les héritiers de tout ça, Giscard, le regroupement familial, Mitterrand, le lumpen prolétariat de substitution, SOS racisme, donc l'immigration de rédemption. Après, on a eu Chirac, des accommodements raisonnables, Schengen, Sarko, qui sort l'islam des caves et qui fait la discrimination positive. Hollande, Terra Nova. Terra Nova, c'est un think tank qui préconise de s'appuyer sur les immigrés pour être élu. C'est la première fois qu'on a un président qui est élu, donc c'est près Houellebecq, quoi. On est tout près de Houellebecq. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, nos dirigeants, là? C'est pour ça qu'il faut vraiment un coup de balai, je dis ça. Même pour eux, c'est mieux. Vous voyez? C'est mieux, ils seront mieux en province. Hein, vous voyez? Et d'où ils viennent, en fait, pour beaucoup d'entre eux. Et puis ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, ben, ils iront à New York ou à Davos. Il y aura un chalet pour eux. Vous voyez? Mais il faut qu'ils partent, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le goût de la France et ils ne connaissent pas la France. Alba Ventura, hier sur RTL, vous a accusé d'avoir allumé la mèche en parlant d'insurrection dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles. Alors, du coup, ce sera ma dernière question. C'est une question que je vous pose de manière un peu solennelle. Accepterez-vous, Philippe de Villiers, d'être le recours du cri de détresse des Français qui exercent, selon votre propre expression, les métiers de la main et du cœur, de cette France qui ne veut pas mourir? Moi, je vais vous dire, j'avais le choix. Je suis en retraite. J'ai 72 ans. Ma femme me dit souvent, fais gaffe, si tu vas sur les plateaux de télé, un jour, tu vas te mettre à radoter et tu t'en rendras même pas compte. Il faudra que tu nous écoutes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais donc j'avais le choix. J'ai un petit jardin chez moi. Quand j'étais petit, je faisais des radis et des chicorées. Ma mère disait, il est le meilleur en chicorée. Après, j'ai fait du rotin. Quand j'étais en 4e, et on voulait me mettre en technique parce que j'ai des grands doigts, j'étais très bon en manuel. Donc en fait, j'ai le choix. J'aurais pu me reconvertir dans les radis, qui était ma vocation première, de petit jardinier. J'aurais pu faire du rotin, et j'aurais fait le bonheur de toutes ces dames qui mettent des cache-pots en rotin pour protéger leur pot de fleurs. Il n'y a pas de sous-métier quand on est retraité. Il faut être heureux. Il y a le Puy du Fou, écrire des scénarios. Il y a de quoi occuper un homme. Hein. Et en fait, le problème, c'est que quand je regarde mes radis et mes chicorées, je me dis, je suis un lâche. Parce que pendant ce temps-là, la France brûle. Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle.
Et donc, j'ai décidé avec ce livre de revenir sur l'agora. Pas pour tourner en rond, pour que ma parole se mêle à la conversation civique, pour réveiller les Français, les appeler à l'insurrection, parfaitement à l'insurrection. Le premier des droits, le premier des devoirs, l'insurrection de la liberté, l'insurrection de l'identité, l'insurrection de la souveraineté, l'insurrection de la France, l'insurrection des tripes. Moi, je voudrais que le peuple légume se lève. Chez moi, pendant peu de jours, j'étais dans un bois, dans une forêt même, forêt de Mervan. Et il y avait des gars qui couraient avec un masque. Putain. Là, je me suis dit, on est foutu, là. Parce qu'en fait, il n'y a plus de conscience, quoi. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus de Gaulois réfractaires, quoi. On obéit aux algorithmes et à Castex, que j'ai connu comme chef de division des cartes grises à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde. Ce sont des gens qui sont de belles intelligences, mais qui n'ont pas de tripes, qui n'ont jamais de colère, pas, jamais d'indignation. Bernadotte disait un peuple qui ne s'indigne plus est mort. Voilà. Et donc, le mec qui est avec son masque et qui court dans la forêt tout seul, je me dis, mais c'est dramatique ce qui se passe, quoi. Donc, moi, je l'appelle à réfléchir, à rentrer chez lui, à dire à sa femme, je tombe le masque et je leur dis merde. Parce qu'ils nous mettent dans la merde. Ils sont en train de nous faire crever. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je suis là, moi, sur l'agora. Je ne suis pas là par plaisir. Hein. J'aime pas trop les plateaux et j'aime pas les journalistes. Hein. Pas du tout. C'est pas mon truc. Oh là là, mon Dieu. Je préfère être chez moi à Puy du Fou. Mais il faut bien qu'il y ait un mec qui fasse le boulot. Alors, je veux répondre, je vais jusqu'au bout. Moi, je serai un de ceux qui pèsera. Voilà, c'est tout. Mais je m'efface. Hein. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. J'ai passé l'âge. Hein. J'ai passé l'âge des vanités. Les épreuves de la vie m'en ont débarrassé. On le comprend bien, mais vous, le Vendéen, vous savez bien que derrière, pour conduire une insurrection, il faut un chef. Oui. Et alors, la droite, là, j'entendais Guillaume Pelletier ce matin qui disait « Non, c'est une équipe qui gagne, etc. » En fait, c'est pas vrai. Il y a 2 combats successifs. Là, vous êtes déjà au 2e combat, quand il y aura la décongélation. Il y aura des avalanches et il y aura la course des petits chevaux. On n'en est pas là, ok? On choisira ensemble sur le petit cheval. On n'en est pas là. Hein? Ou le vieux cheval. Mais pour l'instant, on en est au premier combat. Là. Le premier combat, c'est de convaincre les Français, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. On en est à l'idée du coup de balai, vous voyez? Et il y a beaucoup de Français qui sont choqués par ça, en disant non, quand même, on ne parle pas comme ça, quand même, les hommes politiques n'ont pas les mérités. Oh, bah, il y a quand même l'argent magique. Oh, hey, le PGE, oh, oh, hein? Parce qu'aujourd'hui, on est tous l'EHPAD, on est tous en EHPAD, on est en EHPADisation permanente avec l'argent magique. Donc, bon, ça va, ouais, on ne se plaint pas. Mais en fait, on est en train de crever, là. Parce que ma mère me disait toujours, quand tu fais des dettes, il faut les rembourser. Parce que si ce n'est pas toi qui les rembourseras, ce sera ton fils. Après, ton petit-fils. Et il y a cette idée du temps long, Nicolas. On est des débiteurs, on est des emprunteurs. On emprunte un pays qui n'est pas le nôtre, qui est beaucoup plus grand que nous. C'est un trésor moral millénaire dont on est les gardiens éphémères. Voilà. Donc, on a fait d'un pays de créanciers un pays de débiteurs. On est endetté pour 50 ans. Alors ça, c'est déjà grave. Mais si en plus, on perd le sens de la dette morale par rapport à une civilisation qui est en train de s'évanouir, qui est la nôtre, on est foutu. Et donc moi, je suis dans cette idée-là. Là. Je parle partout. Je parle, je reparle. Il y a des gens qui doivent trouver que je dis la même chose partout. Oui, je dis la même chose partout. J'essaie de mettre du feu dans mon propos pour dire « levez-vous, redressez-vous, Gaulois réfractaires ». Voilà. Frisez la moustache, allez chercher le gui au plus profond de vous-même
et dites-vous une fois pour toutes, on est là, on reste là, c'est notre pays, et s'il y en a qui ne sont pas contents, dehors. Merci Philippe de Villiers pour cet entretien passionnant. Alors je vous cite pour achever cet entretien. À la fin de votre livre, vous dites « Pour que l'humanité se maintienne à fleur d'eau, à fleur de mœurs, il faut des preneurs de risques, des donneurs de rêves et surtout des goûteurs de l'infini. Car il n'y a pas de civilisation sans l'attrait de l'inconnu, sans la présence de l'invisible, sans l'insondable mystère de notre humanité. » Merci Philippe de Villiers de nous avoir fait goûter en tout cas à cette envie d'infini, et à nous redonner un peu d'espérance, selon l'expression ou la définition de Georges Bernanos, au moins le désespoir surmonté, peut-être avec vous ou avec d'autres, demain pour notre génération et nos enfants. Je peux ajouter un mot, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais alors tout ça c'est des espérances, etc. » Alors non, il faut voir la réalité. C'est vrai qu'il y a un petit côté apocalyptique quand même. Et moi je rencontre plein de gens qui me disent « C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu ». Alors ils rentrent chez eux, ils disent « Comme c'est foutu, c'est foutu ». Bon, alors on fait rien quoi. Mais c'est pas du tout foutu. Ce sont les minorités qui commandent. Et si on forme une minorité active, et elle existe, regardez les Michel Onfray, les Sonia Mabrouk, dans la nouvelle génération, enfin je ne veux pas les citer pour ne pas les gêner. Les éveilleurs. Oui, les éveilleurs. Les éveilleurs qui ne sont pas les woke. Voilà. Et donc en fait, c'est pas du tout foutu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi, mon expérience personnelle, moi, je me souviens très bien quand j'étais petit, tout le monde baissait la tête chez moi en Vendée. Oh là là, nous les Vendéens, c'est foutu, c'est foutu. J'ai fait venir Solzhenitsyn, j'ai fait le Puy du Fou, Vendée Globe, c'est là. Et maintenant, les Vendéens, ils sont fiers d'être Vendéens. En fait, la fierté, c'est la chose la plus difficile et la plus facile à regagner. C'est la plus difficile parce que quand on quitte sa fierté, on quitte beaucoup de son humanité. C'est la chose la plus facile à rendre à un peuple. Vous vous rendez compte, le peuple de Bossuet, de Victor Hugo, de Pasteur, le peuple du défilé de Roncevaux. On peut encore sonner du corps au moins, face aux Sarrasins. Merci Philippe de Villiers. Vous pouvez évidemment retrouver cet entretien sur le site des Éveilleurs, et ainsi que tous nos autres entretiens et nos conférences. Et bien voilà, moi j'ai été fier de vous recevoir chez moi, puisque tous les restaurants et les salles qui auraient pu nous accueillir sont fermés. J'aurais eu au moins ce plaisir-là. Merci et à bientôt.